essayer de rattraper ses concurrents en les imitant, ou faire une sorte de pot pourri de ce qui se pratique le mieux et le meilleur dans tous les domaines. Et éventuellement, l'invention est une des formes de l'innovation, mais il ne faut surtout pas comprendre les deux. Bien sûr, une innovation utile, ça va être une innovation dans une société moderne qui sera considérée comme bénéfique, voire même plutôt rentable, c'est-à-dire toujours à faire plus ou mieux pour moins cher. C'est comme ça qu'on gère l'innovation en général en entreprise, et qu'il faut qu'il y ait un intérêt économique derrière. Du coup, qu'est-ce que l'innovation appliquée à l'écologie et à l'industrie? Alors, je vais me baser en fait sur des publications de cette année du GIEC. Vous connaissez probablement cet organisme composé des scientifiques internationaux qui travaillent de manière bénévole à faire une synthèse des connaissances sur le climat, pour faire simple, pour définir des scénarios, des projections sur comment sera notre climat dans une poignée ou quelques dizaines d'années, et essayer du coup d'aider les gouvernements à décider de leur avenir et de l'orientation de leur pays, et à mettre en place les bonnes politiques pour justement faire en sorte qu'on amortisse ce réchauffement climatique qui est le principal souci du GIEC. Donc, qu'est-ce que l'innovation appliquée à l'écologie et à l'industrie? Pour moi, du coup, en ayant lu une partie de ces rapports, bon, de toute évidence, la problématique principale du réchauffement climatique, c'est la pollution au CO2. Il se trouve qu'en fait, maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être encore débattu, mais ils ont prouvé de manière assez sérieuse maintenant, de manière très solide, que le CO2 est dû principalement à l'activité humaine. Donc, comment faire pour associer innovation à écologie et industrie? Je dirais que l'axe majeur, l'axe principal de l'innovation, ça serait en fait de faire de l'innovation pour la lutte contre le changement climatique, donc contre la production de CO2 globalement. Je rappelle quelques enjeux autour de cela. Il y a d'autres rapports qui sont publiés par exemple par la Banque mondiale qui indiquait que si on ne faisait rien, voire pas grand-chose pour lutter contre ce réchauffement climatique, on pourrait avoir vraiment des colonies entières, en tout cas des masses plus importantes migratoires de réfugiés climatiques jusqu'en 2050, autour de 140 millions de personnes d'après leurs projections, réparties entre l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et puis l'Afrique, pour faire simple. Et en gros, imaginez un tiers sur 140 millions, on aurait plusieurs dizaines de millions de personnes qui pourraient déferler sur l'Europe, parce qu'on a la chance d'avoir un climat tempéré, avec des températures globalement plus agréables, plus vivables. Donc ça, ce sont les enjeux. Donc comment faire pour faire de l'innovation pour lutter contre le CO2 et nous faire face à ces enjeux? Ce ne sont pas les seuls, je trouve intéressant, parce que la Banque mondiale est aussi assez sérieuse sur ces sujets-là. Bon, en fait, ça peut passer par plein de choses. Moi, en tant que chef de projet innovation numérique, c'est une synthèse, on va dire, de ce que je fais dans ma vie, je fais des choses un peu plus larges que ça. Donc je vais vous donner, on va dire, mon prisme, ma vision par rapport à tout ce que le numérique peut faire, et puis également par rapport à des sujets qui tiennent un peu plus à cœur en dehors de mon travail. Je dirais l'agrologie, l'agroécologie, parce que je suis un fervent défenseur de la gastronomie française, et pour moi ça passe par également le bien manger et savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Pour faire simple, avec l'informatique, le numérique, bien sûr, l'innovation en ce moment, c'est très marketé avec l'intelligence artificielle, le big data, vous avez certainement croisé. Bon, à vrai dire, l'intelligence artificielle, ça peut aider dans plein de domaines, mais ça consomme également beaucoup d'énergie. C'est donc en fait un paradoxe, c'est-à-dire que ça peut nous aider dans plein de domaines, mais il faudrait faire attention également à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec cet outil-là, parce que ça demande énormément de puissance de calcul, énormément d'informatique, énormément de données, donc du stockage, de l'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur, etc. Bon, pour vous donner un petit exemple sur ce que le numérique a de moins bon, je dirais aujourd'hui, c'est que ça démultiplie les usages, les services, les offres. Bon, je suppose que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui utilisent Netflix. Statistiquement, il y en a forcément une. Une heure de streaming sur Netflix, ça correspond à parcourir 400 mètres dans Paris en automobile. Du coup, si vous imaginez, vous multipliez par le nombre d'utilisateurs de Netflix, le nombre d'abonnés, le nombre de séries, dans le monde entier, vous imaginez pour le coût en carbone. Donc, le numérique, l'Internet, par exemple, ça peut apporter des bienfaits, mais ça peut également apporter des méfaits pour l'écologie. En termes de bienfaits, parce que c'est comme ça qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation avec le numérique? Bon, il y a déjà des choses qui se passent dans l'entreprise actuellement, des choses très concrètes, et
il y a des sociétés logistiques, par exemple, qui s'évertuent à rendre plus efficace toute leur chaîne logistique en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour optimiser en fait, les flux, tout simplement. Donc ça, c'est une chose très concrète qui évite des déplacements inutiles de véhicules ou des déplacements inutiles de frais, de train, en tout cas en les optimisant en temps, en travaillant en tout temps. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi, bien sûr, d'autres choses qui sont très intéressantes, qui sont également des choses concrètes des entreprises de nos jours. Si je vous parle d'obsolescence programmée, ça vous parle aussi, je suppose, c'est-à-dire que à cause de tout ce qu'on achète, qui sont souvent des produits jetables, de qualité, parce que les industriels veulent faire racheter des produits, parce qu'ils ne veulent pas couper la branche sur laquelle ils sont assises. Et en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire de la maintenance prédictive, de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on va collecter plein de données, analyser pourquoi les machines sont susceptibles de tomber en panne, et surtout, une fois qu'on a réussi à savoir pourquoi, et en tout cas, grâce à l'intelligence artificielle, à savoir quels sont les paramètres qui font que la machine est susceptible de tomber en panne dans les prochains jours, et bien, pour éviter qu'elle tombe en panne irrémédiablement, qui sont réparables, et bien, on va faire en sorte qu'on envoie des alertes qui vont permettre de faire de la maintenance préventive, et donc qui vont permettre du coup d'avoir des interventions de techniciens, notamment pour améliorer la durabilité des matériaux. Olivier, le moment de conclure? Oui, très simplement, je dirais qu'il y a deux axes aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique en faisant de l'écologie avec les processus industriels. C'est baisser notre production de CO2, évidemment contrer la production de CO2 en fait en absorbant, on va dire en dépolluant la production de CO2. Je pourrais vous parler de certains projets, mais je laisse la parole à mes collègues. Merci Olivier déjà. Kevin Gauthier. Merci beaucoup. Alors moi je vais vous parler... Si c'est bon. Si c'est bon. Non. C'est pas mal, je vais prendre celui-là en attendant que le problème technique soit résolu. Donc moi je vais vous parler d'une innovation en fait, qui a eu lieu il y a déjà plus d'une cinquantaine d'années, c'est le nucléaire. En fait le principe physique de la réaction nucléaire elle a été découvert assez récemment, il y a une centaine d'années, d'abord par le physicien français Henri Becquerel, puis ensuite on connaît Pierre et Marie Curie, leur fille Irène Joliot-Curie. Et donc il faudra par contre attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir cette impulsion en fait patriotique du général de Gaulle qui a demandé à créer donc le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, en leur demandant de produire la première pile atomique française, et ils ont réussi en moins de 3 ans. Comme quoi déjà on peut voir qu'une impulsion patriotique peut fonctionner. 3 ans leur a suffi pour créer donc cette pile qui s'appelle la Zoé, la pile Zoé. Et ensuite, on arrive donc dans la période de début de la guerre froide. La première bombe soviétique a explosé. Donc là, ça a obligé en fait à réorienter la réflexion, l'ingénierie. Ils ont demandé en fait à produire du plutonium parce qu'il nous le fallait pour créer notre arme atomique. Et donc, tout en faisant en fait une filière électrique basée sur l'uranium. Et donc, ils ont développé les centrales à graphite, les centrales graphite gaz, etc. Et les crises pétrolières, vous connaissez tous la célèbre maxime « nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des idées », qui est vraiment axée sur le nucléaire en particulier. Et l'État, à un moment donné, dans les années 60-70, s'est porté garant pour des emprunts massifs, notamment d'EDF, il y avait quand même 100 milliards de francs à l'époque, pour pouvoir bâtir la filière électrique nucléaire en France et devenir les leaders mondiaux dans ce domaine. Et donc, juste un petit chiffre comme ceci, entre les années 70 et 90, la production d'électricité d'origine nucléaire en France a été multipliée par 21, ce qui est quand même colossal, on ne va pas imaginer que les écolos font la même chose avec les éoliennes en ce moment. Donc tout cela a permis à la France d'obtenir sa situation d'autonomie électrique sans pays étrangers, sans tiers de confiance, grâce à l'intelligence et au patriotisme d'un seul homme, le général de Gaulle. Mais maintenant, qu'en est-il? En fait, on voit que depuis 20 ans, il y a une dégradation de la situation. C'est vrai que les accidents nucléaires de Tchernobyl et Fukushima n'ont pas aidé à la confiance au nucléaire. Mais si on prend les programmes politiques des dernières élections présidentielles, donc en 2017, toute la gauche, de l'extrême de Mélenchon jusqu'au vert, ils sont pour la sortie du nucléaire. Alors,
c'est un peu bizarre parce que pourquoi remplacer le meilleur élève en termes de CO2, comme l'a dit Olivier, par un moins bon, puisque les éoliennes, statistiquement, rapportées à la quantité d'électricité qu'ils produisent, polluent plus en termes de CO2 qu'une centrale nucléaire. C'est quand même bizarre, ça fait baisser la moyenne globale. Mais si on prend le macronisme, bon, bah, il est à l'aise dans sa gymnastique du en même temps. Il veut fermer à la fois Fessenheim et il l'a fait fermer, causant désertification de la région et emploi massif aussi des centrales à charbon, parce qu'il nous manquait du nucléaire, donc on a pris les centrales à charbon, qu'elles soient françaises ou allemandes, puisqu'on a beaucoup acheté de l'électricité allemande pendant la période du Covid. Mais en même temps, il a dit au Creusot en décembre dernier que le nucléaire était l'énergie de l'avenir pour la France. Bon, on ne sait pas trop sur quel pied il danse, mais nous en tout cas, on danse sur le bon pied, celui du nucléaire. Et donc, Olivier l'a dit aussi, on vit en ce moment dans une période où il y a un dérèglement climatique. On a tous eu cet été en tête les incendies dans le sud de la France, mais il y a aussi les intempéries, l'épisode Sevenol qui avait eu lieu aussi il y a quelques temps, les glissements de terrain. Et tout cela, c'est l'action humaine, en fait, ça a été démontré qui a provoqué cela. Donc c'est pas que l'électricité, vous allez me dire, il y a aussi le transport, l'habitat individuel et collectif pour les bâtiments publics. Donc comment on peut envisager l'avenir par le nucléaire? En fait, déjà, la part du nucléaire, il ne faut pas la faire baisser dans le mix énergétique. On peut développer des éoliennes, des panneaux solaires, mais ça n'aura pas d'impact significatif sur la production d'électricité. Du moins, on parle de la France, mais notre but aussi, ça serait de développer notre industrie française, qui est quand même leader mondial aussi dans le nucléaire, avec Areva, même s'ils ont eu des fusions, là, des coupes très récemment. Mais dans le monde, c'est-à-dire de fabriquer des centrales françaises, mais ailleurs dans le monde. C'est ce qu'ils ont fait en Chine avec de nouveaux EPR. Et donc, on ne va pas juste mettre la planète sous des grands panneaux solaires ou que des champs d'éoliennes. Ça n'aura pas de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut construire des centrales nucléaires beaucoup plus efficaces. Et ça existe déjà. Des scientifiques ont déjà réfléchi sur le problème. L'EPR, par exemple, est un magnifique projet portant là-dessus. Alors, on a tous en tête l'EPR de Flamanville et on est tous d'accord pour dire que c'est un fiasco. Mais ce qui est un fiasco, c'est le fiasco industriel et le fait de le construire et non pas la technologie qui est derrière, parce qu'il n'est même pas en service, donc on ne peut pas juger de sa fiabilité, parce qu'il n'est pas en service. En Chine, il y en a en service, même au Royaume-Uni, et ça fonctionne très bien. Le but étant de dégager le moins de déchets possible. Il y a un autre type de réacteur, qui est dit les réacteurs à neutrons rapides ou de 4e génération, qui n'existent pas encore sur la planète, et qui, eux, permettront de faire circuler le combustible de façon fermée, c'est-à-dire on ne prendrait même plus d'uranium dans les mines. Si ça, ce n'est pas un vrai impact écologique, faut me le dire. Et donc, tout cela, il y a une autre solution, c'est que les écolos vont vendre la fin de la voiture diesel ou de la voiture essence d'ici très peu. L'Europe a dit oui, en 2030, il faut arrêter d'en acheter. Mais bon, vous la remplacez par quoi? Bon, l'hydrogène, c'est un autre débat, on n'a pas le temps ici, c'est un autre débat. L'électricité, ok, mais avec quelle électricité? L'électricité d'une éolienne, d'un panneau solaire, ça ne va pas suffire. Moi, j'ai fait un petit calcul tout simple qui est largement sous-estimé. J'ai pris le nombre de véhicules qu'il y avait en France, des véhicules particuliers. Il y en a 33 millions. Si on prend la voiture classique qui est vendue en électrique, il nous faudrait augmenter notre production d'électricité annuelle de 15%. 15%, ça fait, pour des panneaux solaires, deux fois la superficie de la ville de Mulhouse avec un ensoleillement marseillais. On ne va quand même pas couvrir la ville de Mulhouse de panneaux solaires. Ou alors en éolienne, ça fait 5 allers-retours Brest-Nice de champs d'éoliennes. Ce n'est pas possible. Avec un EPR semblable à Flamanville, et ce sera mon dernier mot, c'est seulement 5. Je pense que le nombre ici a raison de nous. Merci Kevin Petit pour cette question de maintenant à Laurent Gauthier, qui lui est ingénieur dans l'industrie nucléaire. Donc du coup, je suis ingénieur dans l'énergie nucléaire, certes, mais je vais parler d'autre chose, je vais parler du solaire. Et vous allez voir, je ne sais pas pour en dire du mal, au contraire. Le fait est que je vais montrer comment l'énergie solaire, c'est un bon cas d'école qui montre à quel point l'Union européenne est capable de tout faire foirer.
cherche à réduire les dégagements de CO2. Donc ça, c'est un intérêt écologique, c'est un intérêt stratégique. On a un autre intérêt stratégique qui est de réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Donc derrière, on déploie une filière industrielle qui est le solaire et qu'on va déployer dans tout le pays. Il faut financer ça. Donc les mécanismes qui ont été pris par mimétisme avec l'Allemagne notamment et sous l'impulsion de l'Union européenne, c'est le tarif d'achat. C'est-à-dire que EDF va racheter l'électricité à un acteur qui produit de l'énergie renouvelable avec un tarif négocié qui est plus élevé que le prix du marché, de façon à compenser le surcoût du moyen de production renouvelable. Donc on met ça en place. Comment est-ce qu'on finance ça? Donc il faut regarder, chacun, vous êtes capable de regarder votre facture d'électricité. Vous avez une ligne qui s'appelle la contribution au service public d'électricité. Donc chacun d'entre vous, quand vous payez votre facture d'électricité, vous financez les renouvelables. En France, en 2019, c'est 3 milliards d'euros. C'est en gros 160 euros par foyer de 4 personnes. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ça, c'est quelque chose qui est important pour savoir comment on finance les énergies renouvelables. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'Allemagne était plus prête que nous pour ce type de marché. Donc l'Allemagne et les industries allemandes étaient préparées pour la production de masse de panneaux solaires. Donc comme ce déploiement de technologie a été réalisé dans un contexte de frontières ouvertes au niveau européen, les quelques entreprises françaises qui étaient très bien placées sur le marché de niche du solaire se sont fait écraser par la concurrence allemande et ont fini par disparaître. Donc typiquement, c'est l'entreprise Photowatt qui a été en faillite, donc une entreprise qui était parmi les 3 premières mondiales il y a une vingtaine d'années. Et en fait, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Tout le monde a un écran plat chez lui. On sait bien que les écrans plats, la Chine est très forte pour produire des écrans plats. Aujourd'hui, vous achetez un écran plat, il va venir de Chine. Un panneau solaire, c'est pas très différent d'un écran plat. Donc, au fur et à mesure que le monde a instauré, au fur et à mesure des contrats, des tarifs d'achat sur le même type, la Chine a vu une énorme opportunité de marché et a construit de gigantesques usines pour inonder le monde entier de panneaux solaires. Donc ça veut dire que vous, avec votre consommation électrique, vous financez donc la transition énergétique, vous payez ça, et ce que vous faites, c'est que vous achetez des panneaux solaires qui sont importés de Chine. Donc c'est-à-dire que vous, travailleurs français, vous donnez à l'État français, aux représentants de l'État français, une contribution qui va servir à alimenter le salaire de travailleurs chinois. J'ai rien contre les travailleurs chinois, mais quelque part, si on veut qu'une mesure publique stratégique soit légitime, il faut qu'elle soit stratégique et qu'elle remplisse des intérêts stratégiques. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt du peuple français de financer les emplois en Chine. En tout cas, je ne vois pas en quoi ce serait stratégique. Voilà. Maintenant, il faut regarder par rapport aux objectifs. On cherche à réduire les dégagements de CO2 et on cherche à réduire la dépendance envers les pays du Golfe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau solaire, pour produire un panneau solaire, pour le fabriquer, il faut beaucoup d'électricité. Il faut énormément d'électricité pour produire un panneau solaire. En Chine, comment on produit l'électricité? Avec du charbon. Donc quand vous importez un panneau solaire chinois, vous importez un objet qui a déjà un énorme crédit carbone en lui. Et honnêtement, entre une molécule de CO2 produite en France et une molécule de CO2 produite en Chine, il n'y a pas d'indifférence dans l'impact global. Donc ce que vous faites quand vous importez un panneau solaire chinois, malheureusement, ce que vous faites, c'est que vous participez à des dégagements de CO2. Donc l'objectif environnemental est raté. Échec. Deuxième point, c'est que on se dit, c'est pas très grave, on va réduire notre dépendance aux importations d'hydrocarbures du pays du Golfe. Regardons, à quoi ça sert de troquer une dépendance envers des pays comme les pays du Golfe ou la Russie en une dépendance de l'importation de panneaux solaires depuis la Chine? Donc non, faire une transition énergétique telle que c'est fait en France et en Europe ne participe certainement pas à l'indépendance de la nation, ni de l'Europe d'ailleurs. Voilà, donc le point, l'Union Européenne, ça a été un des plus gros scandales de dumping de l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne a mis en 2013 des barrières à l'importation des panneaux solaires. Comme les autres régions du monde, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est trouvée avec un problème d'exutoire et donc elle fait pression sur la plupart des régions du monde pour faire tomber ces barrières douanières. L'Union Européenne, comme d'habitude, s'avère être une des organisations les plus faibles face à la pression chinoise. Donc l'Union Européenne, en 2018, a fait tomber ces barrières douanières. Voilà. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Donc c'est pas un réquisitoire contre le solaire. La seule chose, c'est que vis-à-vis de tous ces objectifs, la filière solaire, aujourd'hui, a échoué. Et ça, c'est grandement dû à l'Union Européenne. Dans l'Union Européenne, il est impossible d'avoir une préférence nationale. La conséquence, c'est que vous êtes soumis à des lobbies, des lobbies extranationaux, qui
peuvent être la Chine, qui peuvent être des fabricants en France qui ont intérêt à importer du matériel chinois, et ça peut être aussi simplement nos pays voisins et amis, mais qui sont aussi concurrents et qui n'ont pas forcément l'intérêt de la France en toute première priorité, peut-être en deuxième ou troisième. Voilà. Donc je pense que sur les sujets de la transition énergétique, il est extrêmement important de revenir à des solutions plus locales, plus patriotes. Voilà pour moi. Vous m'entendez bien? Même au fond? Ok. Merci à vous, je suis désolé, il y avait une urgence à gérer. Merci à mes... C'est mieux avec le micro? C'est mieux avec le micro? C'est mieux avec le micro? Ça va. Merci à vous. Ouais. Les questions de transition énergétique et de production électrique, notamment puisque c'était l'un des sujets qui a été évoqué, sont effectivement, comme le rappelait Laurent Gauthier, aussi une question d'indépendance stratégique, d'indépendance économique et de souveraineté au sens large, puisque que ce soit pour notre balance commerciale ou que ce soit pour les approvisionnements des hydrocarbures dont ont besoin aussi bien les particuliers que les entreprises, ces imports d'hydrocarbures représentent des dizaines de milliards d'euros qui sortent de France, qui sont perdus, qui sont brûlés, et donc ces questions-là sont régler les questions de transition énergétique, régler les questions de dépendance aux hydrocarbures vis-à-vis des pays du Golfe, mais pas seulement en général, n'est pas qu'une question d'environnement, de climat, c'est aussi une question purement égoïstement, entre guillemets, pour notre industrie, pour notre pays, pour notre pouvoir d'achat, ne pas dépendre de ces pays-là et ne pas perdre ou limiter en tout cas la perte d'argent qui part à l'étranger et donc qui plombe lourdement notre balance commerciale. C'est d'ailleurs pas pour rien, malheureusement, aujourd'hui, que lorsqu'on parle de balance commerciale française, parfois on fait le calcul de la balance commerciale sans compter les hydrocarbures, sous-entendu qu'on ne peut pas y faire grand-chose, alors qu'en fait, si selon les choix qui sont faits par les entreprises, mais aussi par la stratégie de moyen terme et de long terme de l'État, on peut, par des bons ou des mauvais choix, aggraver ce déficit commercial des imports dus aux imports d'hydrocarbures ou au contraire le réduire. Sur les questions du nucléaire, avec beaucoup d'assauts d'ONG qui souvent sont partiellement financés par des lobbies qui sont proches de vendeurs de gaz notamment, mais pas que. Le nucléaire français est attaqué de toutes parts, donc que ce soit par des agents proches d'intérêts allemands, américains, également par des personnes qui ont des intérêts dans le gaz. Il faut faire très attention à tout ça. Il faut toujours se poser la question qu'essayent de proposer les personnes à la place une fois qu'on aura cassé, en tout cas qu'ils auront réussi, et je pense qu'on peut le défendre, et que ce n'est pas inéluctable une fois qu'ils auront réussi à casser le nucléaire français, sachant que la France a à peu près 3/4 de sa production électrique qui est issue du nucléaire, et à peu près un petit peu moins de 10% pour ce qui est de l'hydroélectrique et d'autres énergies renouvelables. Donc on est dans toutes les cartes et dans tous les classements en termes du côté vert de l'électricité qui est produite en France. Regardez n'importe quelle carte du monde, regardez n'importe quelle carte d'Europe, on est parmi les plus verts foncés de tous les pays. C'est une grande fierté, surtout depuis quelques années, dans le sillage de la COP21, on parle de plus en plus de bilan carbone, etc. Et c'est une bonne chose. La France est un excellent élève en matière de production électrique verte et il le doit en énorme partie à sa production nucléaire. C'est une fierté française, c'est une indépendance également qui est à défendre, et ils essayent de jouer sur les peurs, ils essayent de faire craindre le nucléaire alors que ça fait déjà plusieurs générations d'individus et de technologies d'ailleurs qui existent et qui en produisent sur notre sol. Ce qui a permis d'ailleurs de sauver énormément de vies, puisque la pollution de l'air tue, selon les estimations, plus de 40 000 personnes par an.
le fait d'avoir 3/4 de nucléaire, d'électricité qui est faite par le nucléaire en France, ça sauve des dizaines de milliers de vies. Alors peut-être pas tous les ans, mais en tout cas sur une décennie, ça sauve des milliers et des milliers de personnes. Donc on peut donc se poser la question inverse, non pas pourquoi faut-il avoir peur du nucléaire, mais faut-il plutôt avoir peur de ceux qui voudraient casser le nucléaire sans rien proposer à la place. Il y a eu je ne sais pas si c'était les universités d'été ou des rencontres entre écologistes ces derniers jours, et on a entendu notamment Sandrine Rousseau dire qu'ils veulent qu'elle préfère des sorcières qui jettent des sorts à des hommes ingénieurs qui créent des EPR, et bien que ce soit au niveau de l'indépendance nationale, que ce soit au niveau de la production électrique verte qui est censée être leur objectif, c'est des hommes ou des femmes d'ailleurs qui produisent des EPR et qui travaillent sur tous ces sujets-là, qui nous permettent et qui nous permettront de rester un bon élève en matière d'électricité verte. Merci Eric Richard-Rose pour votre intervention.